Donc, écoute, Florence, viens à mes côtés si tu le veux bien, puisque tu vas animer la prochaine table ronde. Donc, Florence Puy-Barrault, directrice de la communication et des contenus chez DG Consultant, que tout le monde évidemment connaît, hein, parce qu'elle fait partie de la grande famille cyber. On a cité ton nom évidemment à plusieurs reprises, hein, puisqu'on a parlé des assises qui se sont tenues à Monaco, et on a évidemment parlé aussi de ces différentes thématiques. Et donc là, on va poursuivre les débats avec le développement de la mixité en matière de cybersécurité. Hein. C'est un sujet qu'on a évoqué évidemment en introduction avec Nassira, avec le témoignage de Maria Gabriel, la commissaire européenne, hein, qui a pris position sur ce sujet. On comprend que c'est difficile, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je voyais d'ailleurs tout à l'heure, sont des structures assez emblématiques, mais le ComCyber, au cœur du ministère des Armées, qui communique sur les cybercombattantes, qui font partie aussi du CEF6. Certaines d'entre elles sont ici. Donc il y a des messages quand même très porteurs par des institutions comme celle-ci. Il y a des entreprises, évidemment, qui communiquent sur cette mixité qui est importante, qui a une vraie valeur ajoutée au cœur de l'entreprise et au cœur de la cybersécurité. Mais on voit qu'effectivement, ça peine encore à se mettre en place. C'est un petit peu l'un des fondements, au-delà de l'éducation, qui est un autre sujet dont on parle beaucoup. Est-ce que sont les fondements que tu vas aborder dans cette table ronde? Est-ce qu'il y a un élément qui t'a, toi, interpellé? Alors, ce qui m'a interpellé, c'est que Yves rappelait à l'ouverture de ce colloque une table ronde que j'avais animée, où on voyait qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et ça fait plusieurs années que j'anime des tables rondes autour du sujet des femmes dans la cybersécurité. Et j'ai eu l'impression que jusqu'à je dirais presque ces derniers mois, ou ces 2 dernières années, ça avançait très lentement. Et puis là, depuis quelque temps, alors comme tu disais, parce qu'on se rend compte que c'est important, parce qu'il y a un manque de bras ou de cerveau dans la cybersécurité, et qu'il faut englober tout le monde parce que c'est important. Les femmes représentent 51% d'humanité, et donc c'est normal qu'elles soient aussi dans la cybersécurité comme elles sont dans tous les autres secteurs. Et puis parce qu'il y a une volonté, des entreprises, il y a une volonté, tu l'as rappelé avec le ComCyber, de mettre en avant les femmes dans ces métiers-là. J'ai l'impression qu'enfin, on est en train de passer à quelque chose de nouveau. Alors c'est encore... je dirais pas fragile, c'est encore modeste. On l'a vu aux assises de la cybersécurité, quand on cherchait les femmes dans la salle. Pas énormément, mais tout à l'heure, on a vu 3 RSSI qui se sont exprimés. J'ai l'impression que là, on commence à y aller et on tient le bon bout. Et on va le voir sur cette table ronde où les entreprises qui sont représentées mettent en place différentes actions. Chacun a son plan, chacun a sa stratégie, mais ça doit permettre, à mon avis, de faire évoluer les choses dans le bon sens. Merci Florence. Écoute, je te laisse appeler tes invités et poursuivre et surtout développer ces initiatives que l'on va suivre de près. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, je suis très heureuse d'être ici. Donc, je vais appeler pour cette table ronde Sandrine Caro, Fanny Forgeot, Mohamed Kamesh, Alexandre Pierrin-Néron, Delphine Schoffer et Michel Vandenberg. Comme Caroline tout à l'heure, je laisserai un petit peu de temps à la fin de nos échanges pour que vous puissiez poser des questions, peut-être approfondir certains points, peut-être aussi nous faire partager votre expérience, parce que ça, c'est ça qui est intéressant dans ces échanges que nous avons cet après-midi, c'est que vous puissiez également nous faire part de ce que vous mettez en place dans l'entreprise. Alors, on le disait, si on prend quelques chiffres, on voit que la cybersécurité et les femmes, c'est pas encore le grand amour fou. Hein. J'ai quelques chiffres à vous fournir. 20-25% de femmes dans la cybersécurité dans le monde, à peine 10% en Europe. On voit que le secteur est encore déséquilibré. Mais bon, une fois qu'on a fait ce constat, et on a rappelé les propos de Guillaume Poupard aux assises qui appelait à ce qu'il y ait la sensibilisation ou des cours autour de la cybersécurité dès le plus tôt, au collège, au lycée. Mais est-ce que c'est pas trop tard aussi quand les enfants commencent déjà à être engagés dans des études plus ou moins supérieures? Ça, autant le faire, mieux vaut le faire tard que jamais, certes, mais aujourd'hui, dans les entreprises, ce que j'ai demandé à chacun des intervenants, et c'est un des sujets que l'on traitera, c'est qu'est-ce que vous faites pour que
à court terme, assez rapidement, vous puissiez avoir cette mixité. Parce qu'on sait que les écoles d'ingénieurs, d'où viennent beaucoup de spécialistes de la cybersécurité, on a 15, 20%, 25% de femmes. Il y a des actions comme à l'école 42 qui est dirigée par une femme où on essaye de pousser les femmes. Mais quand ils sont en école d'ingénieur, ils ont encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant d'arriver en entreprise. Qu'est-ce que fait une entreprise comme celles qui sont représentées ici pour justement accélérer et faire venir aujourd'hui ces femmes dans la cybersécurité? Alors avant de commencer peut-être à parler de vos actions, je vais poser une question à chacun à Michel, Mohamed et Alexandre. Pourquoi c'est important de développer la mixité dans la cybersécurité? Pourquoi il faut qu'il y ait à peu près autant de femmes que d'hommes? Sympa comme question. Oui. Je ne sais pas comment vous répondre comme ça, je ne m'y attendais pas. Peut-être parce que mon épouse me dit, chaque fois qu'elle me demande quelque chose, elle me dit « Ah, c'est vrai que les hommes, vous savez faire qu'une chose à la fois ». Et effectivement, on voit que les femmes, elles savent faire plusieurs choses à la fois. Notre métier, le métier de la cybersécurité, c'est un métier d'écoute, de détection. Souvent, c'est essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et la perspicacité des femmes, la volonté aussi d'y arriver, sont des talents qu'on recherche chez nous, chez Orange Cyberdéfense. Et puis, on a vu aussi que souvent, en gestion de crise, vous avez vu qu'en ce moment, il y a des redoublements d'attaques assez importants et que beaucoup de nos équipes interviennent en gestion de crise. Parfois aussi, le pragmatisme féminin, ça nous intéresse beaucoup, voilà, de recruter des femmes. Maintenant, juste pour pouvoir répondre rapidement aussi, on a besoin de femmes dans la cyber, mais on a besoin surtout d'experts dans la cybersécurité. Voilà. On manque de femmes, mais on manque aussi énormément d'experts. Donc notre objectif, c'est surtout de changer l'image de la cybersécurité. Arrêter à ce que les gens pensent que les gens de la cybersécurité, c'est des geeks avec des capuches qui mangent des pizzas et qui sont un peu associables. C'est tout l'inverse. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, ça le démontre. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le côté perspicace de la jante féminine qui nous intéresse chez nous, chez Orange Cyberdéfense. Merci. Mohamed? Alors, moi, je vois le débat assez différemment. Je ne pense pas que ce soit un débat sur lequel on doit se poser la question est-ce qu'il faut que ce soit un débat homme-femme, mais plutôt sur une diversité au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous, on recherche, il est extrêmement important au sein de Deloitte et je pense au sein de toutes les organisations d'avoir autant de femmes que d'hommes, comme il est aussi important d'avoir des diversités de background, des diversités sociales et également des diversités de pays, d'origine, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a mis comme objectif très important d'inclure finalement une parité homme-femme, parce que toute cette diversité, pas seulement les femmes, mais aussi toute cette diversité qu'on peut apporter au sein d'une équipe, ça va nous apporter différents points de vue, ça va nous apporter une émulation au sein de l'équipe qui va nous permettre de répondre à des problématiques toujours plus complexes. La problématique qui est liée au fait d'avoir tous le même background, tous et aucune mixité, c'est presque trop réduit finalement. Et chez Deloitte, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé vers ce constat. On en a fait des faits et on en a fait des chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein des équipes cybersécurité qui sont composées de 140 personnes chez Deloitte, 40%, parmi ces 140 personnes, on retrouve 40 femmes, ce qui représente environ 30% des effectifs. Et aujourd'hui, c'est un chiffre fort qu'on partage et qu'on entend développer à horizon 2023 pour atteindre 50-50, une parité 50-50. Et quand on connaît les chiffres d'origine, c'est-à-dire au sein des écoles d'ingénieurs, le fait que la parité soit aux alentours de 15 à 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, on est déjà sur un chiffre intéressant à 30%, mais on entend le développer et l'augmenter. Merci. On verra ensuite comment vous faites pour développer justement cette parité. Alexandre. Merci. Alors, en ce qui me concerne, moi je pense que la question ne se pose même pas, parce que la nature a fait les choses de telle manière qu'il y a, comme vous l'avez répété tout à l'heure, 51% de femmes, 49% d'hommes. Donc il n'y a aucune raison à ce que on va dire l'équité ne soit pas naturellement respectée dans le monde de l'entreprise, et quel que soit le domaine. Après, moi j'ai tendance à dire que on évolue dans un secteur qui est en pleine croissance, en pleine évolution, et on ne parle plus uniquement de la technique pour la technique.
mais on vient rajouter un certain nombre de choses différentes auxquelles les femmes, je pense, peuvent apporter un dynamisme très fort, comportemental. Et quand on vient toucher dans la cybersécurité du comportemental, il n'y a pas de raison qu'on s'adresse qu'à des hommes, pour les hommes et avec des hommes. Et donc le comportement concerne tout le monde, et je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, la question en fait ne se pose pas. On a un hémisphère droit, un hémisphère gauche au cerveau. C'est pareil, il y a des hommes, il y a des femmes, et puis on doit faire la même chose. Oui, vous m'avez même dit, quand on a préparé cette table ronde, nous vivons à contre-nature depuis trop longtemps. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la nature a très bien fait les choses et on va à l'encontre de la nature, donc c'est un peu dommage. Bon, alors une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que la mixité, c'était pas mal, mais ça, moi, j'en doutais pas, mais je voulais vous entendre le dire quand même. Comment on fait? Donc c'est ça un petit peu, quelles sont les difficultés rencontrées? Comment on fait? Alors je vais me tourner vers Delphine, vous êtes DRH chez Walix. Walix est un éditeur de solutions de sécurité. Alors ce qui est intéressant, pour parler 2 minutes de votre cursus, c'est qu'avant d'être chez Walix, vous étiez DRH à la Cité du Vin, à Bordeaux. Oui, tout à fait. Bon, un monde un peu différent de celui de la cybersécurité, oui, même si moi, personnellement, j'aime bien les deux, mais bon. Et alors, comment vous êtes arrivé dans une entreprise donc, de logiciels cyber, qu'on connaît bien ici? Qu'est-ce qui a changé? La culture, les méthodes et aussi la communication avant tout? Alors c'est sûr que ce sont 2 univers très différents. Néanmoins, j'ai pu m'appuyer sur cette expérience à la Cité du Vin, qui était une expérience de développement de structure très forte, puisque j'avais rejoint la structure avec 15 personnes. Et la Cité du Vin, qui est un site culturel et touristique à Bordeaux, a ouvert avec 130 collaborateurs. Et cette dynamique de recrutement et de développement, c'est celle que j'ai eu à conduire en rejoignant Walix au moment du lancement de son plan Ambition 2021, dans cette dynamique de poursuivre et accroître les recrutements et aider l'entreprise à se développer en trouvant les talents et les collaborateurs qui en assureraient son développement. Après, c'est sûr que ce sont 2 univers très différents. La difficulté étant qu'effectivement, on est sur des marchés en tension. Et là, c'est au-delà de la mixité, c'est une problématique de se faire connaître, développer sa marque l'employeur et arriver à attirer les talents qui, on l'a vu dès l'introduction, manquent en France et plus généralement dans le monde. Et alors, justement, comment on fait quand on est chez Walix, qui est une très belle entreprise, mais qui n'est pas encore de la même taille que votre voisin Orange Cyberdéfense ou votre autre voisin Deloitte? Comment on fait pour recruter, en plus, quand même sur un secteur très, très précis, parce que comment on fait pour recruter? Quels sont les fondamentaux pour attirer les talents féminins? Alors pour nous, ça passe par la communication externe, l'image de marque, la marque employeur, afficher, faire attention à afficher des visages féminins et masculins dans la communication externe qu'on peut faire, sur les sites de recrutement, dans les vidéos qu'on peut mettre, par exemple sur des sites comme Welcome to the Jungle, où on a fait attention aux vidéos, aux photos qu'on sélectionnait. On est en train de revoir notre communication RH pour qu'elle soit plus inclusive, qu'on casse complètement les codes dont on parlait précédemment, du hacker, Dark Vador, et ce genre de références qui, même au-delà de la population féminine, n'attirent pas non plus tous les talents masculins qu'on recherche, puisqu'il y a aussi, je pense, des hommes qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans ces codes-là. Et c'est aussi et surtout mettre en avant des femmes de l'entreprise, des personnes qu'on a pu recruter et qui vont pouvoir nous représenter. On disait tout à l'heure, la sécurité, c'est l'affaire de tous. La mixité, c'est l'affaire de tous. C'est faire en sorte aussi que les personnes promeuvent cette image de mixité à l'extérieur et que les femmes de l'entreprise soient les ambassadrices. Elles soient les ambassadrices et elles aient ce rôle modèle, parce que c'est aussi, je crois que ça a été cité par plusieurs d'entre vous, le rôle modèle. Pouvoir attirer, en fait, donner envie pour des personnes qui réussissent et pour qui ça se passe bien, montrer qu'il y a des opportunités professionnelles, qu'on peut trouver des postes intéressants, qu'on peut avoir des promotions, qu'on peut se développer dans ce secteur-là. Et on l'a vu dans la précédente table ronde à travers les personnes qui étaient présentes et qui réussissent dans ce secteur.
Fanny Forgeot, vous aussi un profil un peu atypique, mais on verra peut-être par la suite que c'est de moins en moins atypique aujourd'hui dans le nouveau visage de la cybersécurité. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes CEO chez Yogosha, donc on a une très belle entreprise dont on a également parlé tout à l'heure. Je crois que vous corroborez bien sûr ce que dit Delphine, mais peut-être nous dire justement, vous, quels sont aussi les fondamentaux que vous avez mis en place pour tenter de recruter. Et ça marche parce que malgré tout, dans un secteur aussi complexe que le bug bounty, vous arrivez aussi à faire venir des femmes peu à peu. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici, effectivement. Alors, je corrobore ce que dit Delphine, mais aussi ce que vous dites tous. Alors, c'est dommage parce qu'on est un peu tous d'accord. Ça va peut-être manquer un peu de débat. J'espère qu'à un moment donné, on va pas être d'accord. Mohamed, vous disiez tout à l'heure, on est dans une dynamique de promouvoir la mixité, mais aussi une dynamique de promouvoir la diversité. Je pense que c'est complètement compatible avec la recherche d'expertise et d'excellence. Et c'est un petit peu, chez Yogosha, le maître mot dans les démarches qu'on va mettre en place concrètement pour promouvoir la diversité, pour promouvoir l'égalité. Ça démarre au moment du recrutement, effectivement. Ce qu'on fait concrètement, c'est que déjà on régule. On l'a dit tout à l'heure, c'est important, on parlait de sanctions. Je pense que la régulation est très importante. Réguler chez nous, c'est avoir des grilles de salaire et faire en sorte que les hommes et les femmes, tout le monde, pour un poste similaire, ait la même rémunération. On ne va pas hésiter également à mettre en place des techniques d'action positive. Alors on appelle ça, aux États-Unis, on appelle ça affirmative action. En France, on parle de discrimination positive. Ça fait tout de suite un peu peur. J'espère qu'il y a des gens qui ne seront pas trop d'accord, comme ça on va débattre. En tout cas, ça marche, c'est-à-dire qu'à compétence égale pour un poste, si on est dans un métier où les femmes sont sous-représentées, on va essayer d'aller chercher une femme pour promouvoir cette mixité. Et puis ensuite, on met en place un certain nombre de choses qui vont permettre aux femmes et aux hommes aussi, je vais y revenir parce que je suis super contente d'ailleurs qu'il y ait 3 hommes pour discuter de ce sujet, parce que si les hommes ne sont pas partie prenante aussi dans les démarches, ça ne fonctionne pas. Et je pense que mettre en place de l'égalité et des démarches inclusives, comme vous disiez Delphine, c'est faire en sorte que finalement les hommes et les femmes partagent les contraintes. Et ça va passer par des petites choses du quotidien, mais aménager le temps de travail, faire en sorte que les femmes qui ont des jeunes enfants puissent, sans même avoir besoin de le demander, finir plus tôt pour aller chercher leurs enfants, mais aussi les hommes, quand ils viennent d'avoir des enfants, voilà, les pousser à prendre des congés, etc. Je pense que c'est important qu'on le fasse dans les deux sens. Et puis j'aurais très envie aussi de vous parler de ce qu'on fait avec le SAFE6. Alors là, c'est pas dans le cadre en tant qu'employeur par rapport à nos salariés, c'est par rapport aux hackers qui sont dans la communauté Yogosha aujourd'hui. Donc c'est une communauté de hackers que l'on sollicite pour faire du bug bounty pour nos clients. Aujourd'hui, il y a très peu de femmes dans notre communauté, et c'est le cas dans la plupart des communautés de bug bounty. Aujourd'hui, on met en place avec le SAFE6 un CTF, donc un test technique pour faire rentrer des hackers. Donc CTF, c'est Capture the Flag. Et on va mettre en place un test uniquement pour les femmes. J'espère que ce sera polémique. On y reviendra peut-être. Et vous me disiez, ce qui est dommage, que vous voyez, et ça Nassira l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu assez de candidatures spontanées des futures lauréates ou pas, mais donc il a fallu qu'elles soient recommandées. Ça a marché beaucoup mieux comme ça. Et vous me disiez, c'est pareil chez vous. En fait, les femmes se disent... même si elles sont hackers, je vais pas forcément y aller, quoi. Mais c'est ça, c'est un petit peu ce que Nassira disait tout à l'heure, et je trouvais ça assez touchant, c'est que spontanément, elle se disait, mais non, je peux pas prendre la parole en public, mais sauf que si, en fait, elle le fait à la perfection, et je pense que on est nombreuses à se poser trop de questions, à se dire, ah mais j'ai peut-être pas la compétence, ah mais je suis peut-être pas légitime, ah mais mince, je suis peut-être moins bonne, mais non, on y va, il faut y aller. Donc il faut aller les chercher, il faut leur dire vous êtes légitime.
Alors, on a fait ce constat, donc il faut de la mixité. Oui, on doit faire plein d'actions. Peut-être qu'on va rentrer un petit peu plus en détail. Je vais vous donner la parole, Sandrine. Justement, chez SIA Partners, vous avez monté tout un programme assez ambitieux pour faire venir les femmes, pour les former, les certifier. Alors peut-être rappeler en quelques mots ce que fait SIA Partners, parce que vous ne faites pas que de la cybersécu. Non, tout à fait. Alors SIA Partners, en fait, c'est un cabinet de conseil en management. On est présent aujourd'hui dans 18 pays et on a effectivement une activité de conseil en cybersécurité. Alors on a effectivement fait ce constat qu'on manque de femmes dans la cybersécurité. Il faut savoir que le monde du conseil, c'est un monde qui est masculin. La cybersécurité, c'est un monde qui est masculin. Et nous, du coup, on veut recruter des consultantes en cybersécurité. Donc, on cherche les problèmes. Du coup, on a lancé toute une initiative alors, qui englobe au-delà des sujets de pure mixité qu'on appelle Consulting for Good, qui vise à traiter un peu tous les thèmes de la RSE, que ce soit la transition énergétique, la responsabilité sociale, l'éthique et la compliance, à la fois pour accompagner nos clients dans ces démarches, mais aussi pour nous l'appliquer en interne. Alors, la diversité et l'inclusion, c'était vraiment le thème de cette année. On a lancé l'initiative l'année dernière en courant 2019 et on a une présence aux États-Unis, donc ça a également renforcé l'importance de ces sujets-là. C'est une démarche qu'on a voulu co-construite en fait avec les équipes qui ont appelé ça diversité, equity, inclusion and belonging, parce qu'effectivement, du coup, la mixité, c'est bien. L'équité, du coup, on parlait d'équité de rémunération, c'est bien. Et nous, effectivement, on a également mis en place ces grilles de rémunération où à poste égal, il n'y a pas de différence. Mais ce qui est également extrêmement important, c'est toute la partie appartenance et inclusion, et notamment la culture d'entreprise. Et du coup, on a identifié un peu les différents aspects sur lesquels on devait travailler. Et c'est vrai que si on veut obtenir des résultats, faut travailler sur les différents sujets, que ce soit le recrutement, la rétention des jeunes femmes, parce que dans le conseil, on voit quand même qu'au moment des passages de grade manager, il y en a souvent qui veulent plutôt passer côté client. Et après, travailler sur toute la partie culture, du coup, faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir professionnellement. Du coup, ça répond aussi à une de vos autres questions. Pourquoi il faut embaucher d'autres femmes dans la cybersécurité? Pour celles qui sont déjà puissent aussi s'épanouir pleinement sans avoir à s'excuser d'être une femme. Mais est-ce que vous voyez une différence, excusez-moi, oui. Et je reposerai la question à Mohamed et à Michel, entre les femmes qui travaillent dans la cybersécurité et dans les autres secteurs de votre entreprise, parce que vous ne faites pas que de la cybersécurité. Non. Que vous dites s'épanouir professionnellement, on a tous envie de s'épanouir professionnellement, qu'on soit garde d'enfants dans la cyber ou agent de police, quoi. Oui, bien sûr. Alors, nous, on a des practices qui vont être dominantes, un peu plus féminines, comme les practices qui vont adresser les directions des ressources humaines, les directions compliance, etc. Mais on a aussi pas mal de practices un peu plus masculines. On a des data scientists. Donc là, c'est effectivement le même sujet, mais aussi tout ce qui va être conseil auprès des acteurs du secteur de l'énergie ou des transports. Donc cette démarche, on l'a voulu sur nos différentes practices. Aujourd'hui, sur les chiffres en termes de recrutement, nous, on a augmenté notre part de femmes dans la direction générale. Après, c'est vrai que sur les plans de recrutement, c'est un peu compliqué aujourd'hui, vu qu'ils ont été revus pendant la Covid, de voir l'impact. Par contre, en termes de culture, c'est là où nous, on voit déjà les résultats, dans le sens où, en fait, déjà, lancer le débat et dire, voilà, on veut parler de ça, vous êtes libre de prendre la parole, vous êtes libre de proposer des initiatives, qu'est-ce qui pourrait vous faire vous sentir plus à l'aise dans votre job,
vous faire plus à l'aise dans votre job au sein du cabinet, mais aussi chez les clients, parce que c'est vrai que du coup, c'est pas le tout de recruter, mais il faut aussi convaincre nos clients que oui, nos consultantes, elles vont être aussi pragmatiques et professionnelles que les consultants. Donc, du coup, ça, on le ressent et on a déjà pas mal de retours positifs de jeunes femmes au sein de la société. Et alors, justement, pour que ces femmes soient bien dans ces entreprises, dans ces métiers, c'est bien les actions de recrutement, ça passe aussi par la sensibilisation des hommes. On a parlé tout à l'heure, on a eu toute une table ronde sur la sensibilisation. On a eu quelques discussions. Moi, j'ai des souvenirs je travaille encore avec des écoles d'ingénieurs. Parfois, j'ai des souvenirs de la première année où je suis allée à l'école 42. J'ai arrêté une jeune femme. Je suis pas sûre que je serais restée très longtemps, quoi. Il y avait les serviettes de toilette qui séchaient un peu partout. Les personnes, c'était pas vraiment. Enfin voilà, on avait l'impression, c'était un peu un repoussoir quand même. Alors sans aller jusque là, parce qu'on est dans le monde professionnel et on est quand même un petit peu plus urbain. Il faut aussi que le recrutement, la sensibilisation, elle passe aussi des deux côtés. Peut-être que là, vous voulez me dire un mot, et puis ensuite Fanny et vous, Michel. J'allais dire, sans les hommes, ça ne marchera pas. Enfin, on n'y arrivera pas toute seule, ça c'est sûr. Donc effectivement, les sensibiliser. Et puis quand on en a repéré un ou deux dans l'entreprise ou dans l'écosystème qui semblent plutôt favorables à des actions vers l'égalité, je pense qu'il ne faut pas les lâcher. Il faut s'appuyer sur eux pour aller de l'avant. On en a 3 là, c'est bon, on voilà, les garde. Non mais bon, exactement, c'est bon, j'ai repéré. Moi, en toute humilité, ce qu'on fait chez Yogosha, j'aurais jamais réussi à le faire si j'avais pas eu des associés hommes qui vont dans le même sens. C'est impossible. Donc je pense que c'est essentiel que les hommes y soient sensibles et qu'ils soient dans l'action aussi. Alors Michel peut-être d'abord et puis après Mohamed, parce que bon Michel, vous êtes à la tête d'Orange Cyberdéfense, donc ça vient du haut en plus. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, concrètement, déjà, voilà, faut s'appliquer à soi-même ce qu'on voudrait qu'il se passe. Donc, chez Orange Cyberdéfense, le comité de direction, c'est 50-50, hommes et femmes. Donc, traditionnellement, voilà, des métiers comme la communication, les ressources humaines qui sont occupés par des personnels féminins. Mais la directrice des activités de conseil, 300 personnes, c'est une femme. La directrice des opérations d'Orange Cyberdéfense, 3000 personnes, c'est aussi une femme. Voilà. Et donc ça, c'est pas parce que on voulait faire absolument 50-50, c'est parce que naturellement, c'est l'expertise qui a fait que ces gens soient à ce poste aujourd'hui. Le deuxième point, c'est, on a beaucoup parlé de vocation, et c'est pas que dans la cybersécurité. Si on veut attirer les femmes vers les métiers technologiques, il faut le faire le plus vite possible, le plus tôt possible à l'école. Voilà. Donc si on veut créer des vocations pour le domaine de la cybersécurité, il faut essayer de se mettre en rapport, et c'est ce qu'on veut faire dans le cadre du projet du campus cyber, c'est de se mettre en rapport avec l'éducation nationale pour parler de nos métiers le plus vite possible, le plus tôt possible, pour dire la cybersécurité, c'est pas que des gars qui installent des firewalls ou c'est pas que des gars qui font du hacking éthique. Et c'est vrai que c'est repoussant. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai créé AtLab, vous savez, la première équipe de pentest, les mecs, il y en avait on se demandait s'ils se lavaient, etc., etc. Et c'était vraiment un repoussoir. Et j'ai réussi à recruter une ancienne prof d'histoire géo qui voulait absolument faire ce métier-là. Et je l'ai recrutée parce qu'elle était capable de corriger. Il savait très bien hacker, ils ne savaient pas écrire. Donc, quand il fallait faire les restitutions, effectivement, ils écrivaient comme ils parlaient. Donc, néanmoins, c'était N-E-Z-E-N-M-O-I-N-S. Voilà. Et quand on présente ça à un directeur général, ça passe pas terrible. Elle a réussi à rentrer dans leur communauté parce que c'est elle qui présentait les résultats de leurs tests, etc., etc. Et maintenant, c'est une des RSSI les plus connues de France, qui est RSSI d'un grand groupe de télévision qui doit crypter, donc il doit assurer vraiment sa cybersécurité. Voilà. C'est un moyen d'y rentrer. Mais je pense que faut pas oublier non plus qu'il y a des métiers qui seront toujours un peu plus masculins, des métiers un peu plus féminins. Donc au plus vite on crée cette génération, cette vocation au niveau des écoles, au plus vite on pourra attirer des talents. Mais il n'y a pas que dans la cybersécurité. Tous les métiers technologiques aujourd'hui sont en souffrance de femmes. Regardez les écoles d'ingénieurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est quoi? C'est 15-20% de femmes aujourd'hui. Avant d'arriver à 50-50, il y a encore du boulot. Il y a encore du travail, oui, tout à fait. Mohamed, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport justement à l'engagement des hommes et puis du management aussi, hein, Alors oui, effectivement. De manière très concrète, en fait, notre leader au sein de l'OAT, notre leader cybersécurité monde est une femme. Donc elle s'appelle Emily Musberg. Donc
on est déjà rentré dans ce changement de paradigme. Parce qu'il faut voir les choses comme elles sont. C'est pas juste un changement, un petit changement culturel. C'est pas juste un petit changement au sein des organisations. C'est un changement de paradigme. Il faut complètement changer la façon dont on voit les choses, parce que les sous-jacents, c'est peut-être l'éducation, c'est peut-être les écoles. Il y a beaucoup de sous-jacents, mais il faut se mettre dans une autre perspective pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, je vous disais que c'est la leader mondiale de la cybersécurité chez Deloitte est une femme. C'est peut-être déjà s'inscrire dans un changement. La deuxième chose, c'est ne pas, si vous voulez, donner toutes les clés aux femmes qui nous rejoignent finalement. Donc on peut recruter des femmes et les laisser évoluer dans l'organisation sans un suivi particulier. Chez Deloitte, ce qu'on a mis en œuvre, c'est une initiative Women in Cyber qui leur permet de leur donner les clés non seulement de maîtriser leur carrière. Alors ça passe par du mentorat dès l'arrivée, par exemple. Elles sont mentorées par des femmes qui sont déjà en position de management au sein des équipes cybersécurité. Ça passe par des événements auxquels elles peuvent participer pour faire du networking entre femmes à travers 20 pays en Europe. Donc ça leur donne les clés d'avoir un rôle modèle pour évoluer au sein de l'organisation. Et surtout, on va les pousser à ce qu'elles n'aient pas de limite finalement. Personnellement, j'ai 2 filles, et ce que je leur inculque chaque jour, c'est qu'elles ne doivent pas se mettre de limites. Et j'espère qu'on vivra dans quelques années dans une société où mes filles pourront s'épanouir sans aucune barrière. Et ça commence maintenant. On l'espère tous. Merci. Alexandre, justement, est-ce qu'on peut... CyberReason est une entreprise israélienne. D'origine israélienne. Oui. D'origine israélienne. Est-ce qu'on peut prendre modèle? Parce que quand on voit les chiffres, on s'aperçoit, je les ai rappelés tout à l'heure, en Europe et je crois aux États-Unis, le taux de femmes dans la cyber est très bas, le taux des femmes dans la tech est très bas. Or, en Asie, les chiffres sont moins faibles et en Israël encore moins. Est-ce que, alors bien sûr vous m'aviez dit les Israéliennes font leur service militaire, je sais pas si c'est la bonne méthode d'envoyer des filles 2 ans faire leur service militaire pour qu'elles acquièrent des compétences cyber, mais au-delà de ce modèle, est-ce qu'on peut justement avoir des bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer et qu'est-ce que vous voyez chez CyberReason? Alors d'abord, je voudrais être un peu le poil à gratter de la bande, puisque on disait tout à l'heure, pour l'instant, on était tous d'accord. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur de la discrimination positive. Et la raison, elle est simple, elle est que je pense qu'on s'attaque malheureusement à la conséquence et pas à la cause. Et pour ajouter aux commentaires, quand on dit aujourd'hui, oui, on a des femmes dans les comités de direction, oui, on a des femmes qui sont présidentes, oui, mais et l'étage d'en dessous? Et l'étage d'en dessous, et là, c'est le néant total. Donc, c'est-à-dire qu'entre les femmes qui sont en haut des patronnes, etc., et l'étage du dessous, bien souvent, c'est le néant total. Donc mon point, c'était de dire, et l'école d'ingénieur, c'est déjà trop tard. Moi, je pense que c'est, et surtout dans un métier comme la cyber, dans un monde aujourd'hui qui est digitalisé, où on a des enfants, moi j'ai 4 enfants, donc ça va de 22 ans à 6 ans, et ma petite dernière qui a 6 ans, elle est bien meilleure que moi en informatique, presque. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à cet âge-là, on les sensibilise pas. Et donc, ça rejoint un petit peu la question. Pourquoi est-ce qu'en Israël, par exemple, moi, dans ma société, on est 600 personnes. Je pense que le ratio, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 42% de femmes, 58% d'hommes. Et si on va en Israël, alors là, c'est presque pire. C'est-à-dire que je pense que les femmes sont majoritaires et même à des postes de management. Alors, je pense que c'est d'abord culturel. On parle d'Israël, on parle de l'Asie, on parle des pays de l'Est. La cyber, c'est un métier qui est à l'origine des mathématiques, on va dire, en quelque sorte. Alors, en tout cas, on a l'impression que pour être ingénieur, il faut faire des maths, ce qui est un peu vrai quand même, mais pas que. Et dans ces pays-là, je dirais le rapport à la formation technique, mathématique, ingénieur, n'est pas une barrière du tout, depuis le plus jeune âge. Donc en Israël, la raison pour laquelle c'est ça, on parlait de l'armée la dernière fois, oui, je pense qu'effectivement, être capable... l'armée, ce que ça permet de faire, ça permet de mettre tout le monde au même niveau à un moment donné.
en tout cas, moi, je l'ai vécu à titre personnel. J'ai fait mon service en France à l'époque, ça existait encore. Qu'on vienne de familles, on va dire aisées, ou qu'on vienne du fin fond de la Creuse, et j'ai rien contre la Creuse, au final, quand on se retrouve là-bas, quelque part, on est tous logés à la même enseigne. Et donc, en Israël, l'avantage de l'armée, c'est que les hommes et les femmes, quand ils se retrouvent là-bas, ils sont tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que les femmes vont dans un tank pour aller faire la guerre, les hommes vont aller faire le nettoyage de la cuisine ou quoi que ce soit. Donc, ça ne choque pas. Donc, je pense on a un problème en France, c'est un problème culturel. Il faut qu'on casse un minimum des codes. Je pense qu'on a un souci, on en parlait la dernière fois au téléphone ensemble. Je crois que beaucoup de problèmes sont aussi engendrés par le fait que les hommes ont du mal à gérer les femmes. Ça fait peur. Enfin, moi, en tant que manager, j'ai la chance d'avoir 50% de filles dans mon équipe, ce qui est plutôt assez exceptionnel, et je m'en plains pas. Mais je l'ai voulu, et ça ne me pose pas de problème de gérer les femmes avec parfois la complexité, elles me mettent un petit peu mal à l'aise, ou elles me perturbent un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut le faire. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Exactement. Et aujourd'hui, chez Cyberreason en France, combien ou sur votre périmètre, puisque c'est avec les pays de l'Est, hein, c'est ça? Oui, alors l'échelle, c'est sur Paris, c'est une question de nombre, hein, c'est la théorie des nombres, une question d'échelle. On n'est pas nombreux, on est 12 en France. Donc c'est facile d'avoir une parité, entre guillemets, à 12 en France. Alors on est sur 5 commerciaux, j'ai 2 filles. Sur 2 channel managers, j'ai une fille et un garçon. Ma problématique, ça reste les techniques. Effectivement, sur 3 avant-ventes, j'ai 3 garçons. Voilà. Donc, on en revient à la problématique des écoles d'ingénieurs, etc. Merci Alexandre. Alors, Delphine, je voudrais revenir vers vous par rapport, on a parlé tout à l'heure des réseaux de femmes, de Women in Cyber, on reviendra aussi sur ce que fait SIA Partner et ce que fait Orange, mais quand on est une entreprise plus modeste que les 3 que je viens de citer, comment on peut aussi, on parlait de rôle modèle, comment on fait que les femmes fassent venir des femmes, on entretient des réseaux, est-ce que ça c'est aussi le rôle de la DRH Oui, alors c'est sûr que nous, on est beaucoup plus modeste. Hein. Chez Walix, on est environ 200 collaborateurs et collaboratrices à travers le monde, dont malheureusement à ce stade, 25% de femmes seulement. Mais on se fixe aussi des objectifs petit à petit d'augmenter cette part pour atteindre 30-35% dans les prochaines années. Ça, c'est déjà un step avant d'atteindre la mixité. Effectivement, c'est à partir de quelques recrutements et de quelques promotions emblématiques aussi qu'on va petit à petit faire évoluer les choses. On parlait du recrutement, mais c'est aussi dans l'entreprise sensibiliser, communiquer sur le fait qu'on ait un environnement favorables qui permettent l'épanouissement de tous et de toutes. Chez Walix, on a signé l'année dernière l'engagement Stop au harcèlement et au sexisme ordinaire en entreprise. Donc ça, c'est pour nous un signe fort de montrer notre volonté d'avoir cet environnement qui est safe pour les hommes comme pour les femmes. Donc ça passe par des petites actions. Effectivement, nous, on souhaite mettre en place ce qui a été évoqué et ce qui se fait dans les plus grosses sociétés, comme ce que j'ai connu aussi quand je travaillais pour le BCG, le type d'initiative que Mohamed vous avez décrit, le mentorat, tout ce qui aide à la promotion des femmes dans l'entreprise, tous les outils qu'on va pouvoir leur donner. À notre échelle, c'est plus modeste, mais c'est aussi pour ça qu'on participe à cette journée, à tous les événements qui peuvent avoir lieu dans l'écosystème cyber, parce qu'on se dit, à notre échelle, c'est compliqué, mais au sein du réseau cyber, au sein des initiatives qui peuvent avoir lieu plus globalement dans l'écosystème, c'est ça qui va nous permettre aussi de pouvoir travailler la mixité. Sur le sujet de l'affirmative action, sans aller jusque-là, moi je pense que c'est important quand même qu'on puisse donner un coup de pouce, ou qu'on puisse, en tout cas au sein du service des ressources humaines, avoir en tête ces sujets-là et être vigilante. Je dis vigilante parce que malheureusement au RH, la parité n'est pas complètement respectée.
On n'est que des femmes, mais en tout cas avoir en tête la problématique qui va faire que, par exemple, quand on va faire un salon de recrutement dans une école d'ingénieurs, si on voit passer une femme pas loin, qu'elle hésite un peu à venir sur notre stand, on va aller la chercher. C'est un petit coup de pouce. On ouvre en ce moment un poste à responsabilité en interne et on a incité une de nos collaboratrices à présenter sa candidature sur le thème de la légitimité qu'on évoquait précédemment, en lui disant mais tu es légitime, n'hésite pas à te présenter et si tu es retenu, tu seras d'autant plus légitime pour exercer cette responsabilité-là. C'est ce petit coup de pouce en plus, ces petites antennes pour faire en sorte que à travers des petites choses comme ça, le sujet évolue. Merci Delphine. Michel, alors, et puis je poserai ensuite la question aussi à Mohamed. Quand on est une grande entreprise comme Orange Cyberdéfense, c'est la marque employeur, est-ce que c'est plus facile de recruter ces profils-là ou est-ce que on voit d'abord avant tout cybersécurité et là ça fait un peu fuir les femmes, ou est-ce que ça les rassure de voir que ça peut être dans une entité comme Orange ou comme Deloitte? C'est vrai que la marque Orange, elle attire déjà, donc elle rassure. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un vivier justement de recrutement en interne. On a créé un programme aussi, on crée des programmes qui s'appellent Hello Women, où justement on propose des métiers qui, dans les télécoms, peuvent disparaître, sur un programme très rapide de formation pour pouvoir les attirer vers les métiers de cybersécurité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est facile quand on parle des activités de conseil, etc., etc. Dans les activités beaucoup plus proches, on va dire du terrain, comme le hacking éthique, etc., etc. On sent qu'il y a encore, et d'un côté, les femmes qui se disent « oh, c'est pas un métier pour nous », et de l'autre côté, les mecs aussi qui se disent « oh, de toute façon, elles sont pas compétentes », et ils aiment bien rester entre eux. Et encore ce métier de Gaulois là, qui est en train de continuer. Mais la marque Orange, elle attire, et elle nous permet d'avoir, Orange France, c'est 100 000 personnes, de pouvoir recruter plus facilement. Et on voit le taux de féminisation qui monte, c'était 8% il y a 3 ans. Sur les activités de conseil, maintenant, on est à 26 ou 27%. Sur les activités de communication, il faut en parler des activités. On parle, les RH, c'est très, très féminin, la com, c'est très féminin, mais il faut oublier que ce sont les filles de la communication qui traduisent les blogs des hackers éthiques et qui permettent de les rendre compréhensibles par tout le monde. Voilà, donc moi je dis bienvenue à tout le monde en fonction de ses compétences. Et je n'ai pas forcément besoin de passer à 50% de taux de féminisation, mais hacker éthique. Par contre, si je peux monter, voilà, en récupérant une expertise de plus en plus forte, et avec des filles, on le fait. Voilà. On coopte. La prime de cooptation est 2 fois plus importante quand on recrute une femme. On a un programme de NAO différent, justement, qui est doublé pour pouvoir faire justement évoluer les femmes, les garder à l'intérieur des équipes de cybersécurité. Voilà. On met des programmes en place. Mais on n'est pas focusé en dire il faut absolument que tous les ans le taux de féminisation d'Orange Cyberdéfense grandisse. Voilà. Par contre, si on peut les attirer, tant mieux. Oui. Mais vous voyez le chiffre grandir quand même d'année en année. Absolument, absolument. Alors beaucoup plus dans les activités, comme je disais, de conseil, d'audit. Il y a plein de métiers qui sont créés. Les CDO, par exemple, les gens qui gèrent toutes les données des entreprises, etc. C'est qui travaillent beaucoup dans la régulation. Ça, c'est facile de pouvoir les recruter. Ce n'est pas encore le cas du tout dans les équipes de hacking éthique, par exemple. On parlait tout à l'heure du bug bounty. C'est sûr que c'est encore bien masculin et que les mecs, ils ont un peu de mal à faire rentrer un peu de personnel féminin. Ouais. Le pentest résiste. Mohamed, par rapport justement à la marque Deloitte et la possibilité, bien sûr, aussi de les faire évoluer dans l'entreprise. Alors, la marque employeur Deloitte, elle joue beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on attire beaucoup de profils. Cela dit, c'est jamais suffisant parce que l'objectif qu'on s'est fixé d'avoir une parité 50-50 d'ici 2023, c'est un objectif qui est ambitieux et derrière lequel il va falloir, en complément des CV qu'on reçoit normalement, avoir des actions concrètes pour atteindre ces objectifs-là. Alors, disons que je dirais, dans un premier temps, de manière générale, les jeunes générations, elles sont intéressées par les nouvelles technologies, elles sont très technophiles et on jouit également de cet attrait pour la cybersécurité. Moi, j'appelle ça le phénomène bureau des légendes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure dans la table ronde précédente. Tout à fait. Alors, c'est vrai que par ce biais-là, les jeunes générations sont intéressées par nos métiers, donc elles postulent. En revanche, c'est pas du tout suffisant. Et ce qu'on va faire, nous, de notre côté, c'est en complément des CV qu'on reçoit, on va dire de manière traditionnelle, on va aller chercher les femmes
là où elles se trouvent et là où elles ne nous attendent pas. Par exemple, quand avant on était sur un vivier de CV qui viennent à 95% d'écoles d'ingénieurs, aujourd'hui on va aller chercher nos candidates dans les écoles de commerce, on va aller les chercher dans les universités, on va aller les chercher là où ils ne nous attendent pas. Et ça, c'est un double effet finalement. Le premier, c'est que, de manière très concrète, par exemple, j'ai reçu un CV il y a quelques jours d'une candidate qui avait fait Sciences Po. Et on voit que dans le CV, il y a beaucoup de choses qui vont être utiles pour nous rejoindre finalement. Et si on avait un recrutement purement à la fois technique, uniquement sur les compétences cybersécurité, on peut s'arrêter sur ces CV et dire on n'avancera pas. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir s'ouvrir finalement. Et nous, enfin, je pense que toutes les personnes qui sont autour de la table seront d'accord pour dire qu'on est prêt à investir du temps, de l'énergie, de la formation pour que ces personnes qui viennent d'horizons divers, pas forcément des backgrounds techniques, puissent monter en compétences et qu'on puisse accompagner sur un track qui leur permette d'être à l'aise et épanouis au sein de nos équipes cybersécurité à horizon 2, 5, 10 ans. Donc ça c'est très important. C'est un investissement à long terme pour des jeunes qui aujourd'hui sont pas forcément très fidèles sur plusieurs années, quoi. Parce que vous parlez de 5 à 10 ans, c'est un vrai pari. Alors ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la fidélité des jeunes est compliquée. Malgré tout, on arrive à insuffler une dynamique au sein de notre équipe qui fait que la rétention qu'on retrouve dans d'autres cabinets de conseil, qui est, j'entends des chiffres qui sont assez élevés, entre 20 et 25% chaque année, chez nous, elle ne dépasse pas 2-5%. Donc on arrive à retenir les talents, et notamment les femmes, parce qu'on a aussi des actions qui sont extrêmement concrètes au niveau du management. Un programme, par exemple, qui s'appelle All In, et qui vise à démultiplier le nombre de partenaires femmes à horizon 2025, par exemple. Et ça se retranscrit par des actions extrêmement concrètes à travers le recrutement. Donc, on va oser le dire, on va recruter, on va essayer d'avoir un pipe de recrutement qui est égalitaire, autant de femmes que d'hommes. Donc ça, c'est ce qui rentre en termes de nombre de CV. Ça, c'est le recrutement. Ensuite, les promotions. Pourquoi est-ce qu'une femme aurait besoin de plus d'années pour accéder à un poste qu'un homme aurait moins d'années à passer pour avoir un poste similaire? Eh bien non, les promotions pour les hommes et pour les femmes, elles doivent être similaires. Et les femmes doivent arriver à ces postes-là avec les mêmes compétences et au même niveau. Et donc, recrutement, promotion, exposition. On essaye d'exposer les femmes qui nous rejoignent au maximum. C'est-à-dire exposer sur des missions intéressantes, stratégiques et avec des clients stratégiques également, pour qu'elles soient exposées, qu'elles apprennent au plus vite et qu'elles montent en compétences très rapidement et en autonomie. Et enfin, le dernier point, ça va être le leadership inclusif. Alors ça, c'est assez simple, c'est-à-dire que si aujourd'hui le leadership, le management est masculin, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de former l'ensemble de nos managers. Donc à partir du grade de manager, on a un track de formation sur le leadership inclusif, ce qui nous permet à moyen long terme, d'effacer ces espèces de, on va dire, préjugés vis-à-vis des femmes ou de l'intégration des femmes dans des équipes, par exemple. Voilà. Merci. Alors, on fera le bilan dans 5 ans quand on se retrouvera pour le 14e colloque du CEF6. Sandrine, alors on a parlé bien sûr de l'intégration des femmes. Il y a leur formation en interne. Vous avez un programme assez ambitieux quand même chez SIA Partners avec de la certification, de la formation que vous avez mis en place justement dédiée à la cybersécurité. Oui, tout à fait. Alors, on a un organisme agréé de formation en interne qui inclut depuis plus récemment une brique qu'on appelle le Cyber Institute, qui inclut des formations, à la fois des formations certifiantes, mais aussi des formations un peu plus générales. Alors ça, c'est à disposition de nos clients, mais c'est aussi à disposition de nos consultants. Ça nous permet d'ailleurs d'attirer en interne des talents, notamment féminins, vers la cybersécurité. Il y a d'ailleurs une jeune femme qui est issue de mon école. Alors moi, j'ai fait l'EDEC, et vous voyez, je fais du marketing. Elle a fait l'EDEC pareil que moi. Elle a 2 ans d'expérience chez nous. Elle est arrivée en sortie d'école. Et aujourd'hui, elle suit des formations certifiantes et elle va du coup bientôt être une consultante cybersécurité. Donc et pour nous, du coup, évidemment, cette jeune femme-là, une fois qu'elle sera en cybersécurité,
on va en faire la promotion en interne pour montrer, voilà, elle a le même parcours que vous pouvez faire la même chose. Et c'est vraiment ça le point des rôles modèles. C'est pas forcément uniquement tout en haut, mais c'est aussi à tous les steps de la carrière. Bon, on a vu, on a avancé dans ce débat. On a vu les bonnes pratiques, vous les avez partagées, la mise en avant des femmes, l'exposition. Vous parlez d'exposition, c'est les femmes ambassadeurs, c'est le rôle modèle, c'est l'engagement du management au plus haut, hein, avec, comme le rappelait Michel. Et vous avez évoqué tout à l'heure le recrutement d'une personne qui est diplômée de Sciences Po. Mais justement, est-ce que c'est pas ça la chance de la cybersécurité, de la mixité dans la cybersécurité? C'est un secteur qui finalement, bien sûr, on a du bug bounty, on a des pentesters, on a des pans entiers de la cyber qui restent très très techniques et où il faudra continuer à avoir des ingénieurs. Mais aujourd'hui, la cyber, il y a de l'IA, il y a de l'analyse comportementale, il y a peut-être de la sociologie. Vous avez, Fanny, est-ce que la sociologie vous est utile? Est-ce qu'en tant que sociologue, et cybersécurité, est-ce que ça peut faire bon ménage? Est-ce que voilà, c'est pas ça aussi l'avenir d'une cybersécurité mixte? Alors oui, la sociologie, ça mène à tout. J'ai fait Sciences Po aussi et de la sociologie. Ça n'est pas incompatible avec cette profession. Je pense que promouvoir la multiplicité des parcours, c'est hyper important. La richesse, on la trouve parce qu'on a des hommes et des femmes, parce qu'on a des nationalités différentes, des gens qui ont des cultures différentes. Et je pense que le parcours scolaire, universitaire, doit aussi être divers et la richesse, elle va venir de là. Alors oui, on a besoin d'avoir des ingénieurs à certains postes, c'est indéniable. Je pense que là, les mathématiques, enfin voilà, il n'y a pas photo. Il y a plein de postes où on peut aller chercher des gens qui ont des parcours différents et c'est essentiel pour que, on va dire, pour être dans une dynamique de compétitivité aussi, une dynamique de performance. Je pense que la richesse vient vraiment de parcours divers, absolument. Ouais, moi, je veux juste réagir parce que vous avez complètement raison. Notre métier est complètement en train de changer. Il y a quelques années, il fallait se protéger contre la menace. Maintenant, il faut comprendre la menace et les enjeux sociopolitiques, ils jouent énormément. On voit notre président, il y a quelques prises de position par rapport aux faits qui se sont passés, terroristes, etc., etc. Nous, on a passé notre nuit à éviter à ce que des marques des anciennes françaises se fassent effacer leur site web. On a eu les attaques DDoS qui ont été multipliées par 10. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est plus que de l'extorsion, de l'insertion dans les systèmes d'information, etc., etc. La politique joue énormément et on a besoin, voilà, moi je travaille énormément avec les gens de Sciences Po à Saint-Germain pour justement récupérer un maximum d'étudiants pour mieux appréhender, comprendre la menace. Et je pense que notre métier change. Pour l'instant, on parlait du bureau des légendes. Ça fait rêver, mais notre quotidien, c'est pas ça. Notre quotidien, c'est pharmacien, c'est distribuer des médicaments pour protéger les gens, soigner, et c'est surtout médecin légiste. C'est intervenir souvent chez des clients pour aller réparer ce qui a été un petit peu abîmé par les pirates. Notre métier, il change aujourd'hui, et on peut maintenant être, si on veut être à la table des gens qui font que la cybersécurité, et particulièrement en France, compte, et pas qu'on soit sur la table, il faut qu'on amène quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, notre marché, il est drivé par les attaquants, c'est eux qui drivent un petit peu les systèmes de défense qu'on va mettre en place. Il est drivé par les éditeurs de logiciels qui vous disent, voilà, la grande mode en ce moment, c'est le DR, vous avez compris, la mode de l'année prochaine, ce sera, je ne sais pas, le SOA, etc., etc. Et vous avez le marché qui est drivé par les analystes. Comment on peut exister, nous, Français, là-dedans? Justement, en apportant toute notre connaissance de la menace, de où elle vient, comment elle arrive et comment on peut travailler dessus. Et là, il n'y a plus de complexe féminin, masculin. C'est un contexte géopolitique dans lequel on a besoin de tout le jus de cerveau qui est possible pour pouvoir mieux le comprendre. Voilà. Donc je pense que vous avez raison, notre métier change et c'est une opportunité énorme, justement, pour les femmes de pouvoir s'inclure dans ce changement parce qu'effectivement, on va passer des pentesters qui régnaient sur ce monde. On l'a vu quand il y a eu le confinement. Les seules personnes que j'arrivais plus à faire bosser, moi, c'était les pentesters. Ça a vachement gêné leur ego. Ils se sont dit, tiens, on n'est plus indispensable. Par contre, mes activités de conseil, pour regarder comment on allait mieux se sécuriser en travaillant de la maison, etc., elles se sont développées. Voilà. Donc profitons justement de ce changement de paradigme où on voit que notre métier va complètement changer. La cybersécurité, c'est plus que du geek qui va essayer de pénétrer les systèmes d'information, c'est comprendre,
d'où vient cette menace, par où elle peut arriver et comment on peut faire pour l'anticiper, pour mieux la contrer. Merci. Delphine, justement, dans les CV que vous recevez, est-ce que vous dégagez certains CV qui ne sont pas forcément d'école d'ingénieurs ou qui vont... alors, bien sûr, c'est une entreprise de développement logiciel, mais... oui, donc dans ce cadre-là, nous, on a des métiers techniques et des métiers moins techniques, hein, RH, communication, marketing. Notre enjeu, c'est de développer... le pipe de CV de personnes qui sont dans les métiers techniques, l'avant-vente, le développement logiciel, pour arriver à cette mixité. Et pour rebondir sur les propos précédents, ce qui est intéressant aussi dans ces changements qu'on vit en ce moment, c'est que du coup la cybersécurité, on comprend que par notre contexte actuel, c'est des opportunités, c'est des réserves d'emploi, hein, dans un contexte plutôt morose en termes d'emploi. C'est toujours des sociétés comme Walix qui se développent, qui recrutent. Donc c'est des opportunités d'emploi, des opportunités de développement professionnel, et c'est des métiers où on le voit, il y a porteur de sens en fait, que ce soit défendre les intérêts de la nation. Voilà, il y a cette dimension là d'avoir des métiers qui sont attractifs parce que ils s'inscrivent dans des phénomènes de société, de défense des intérêts nationaux ou européens. Il y a ces intérêts là qui du coup sont attractifs au-delà des aspects techniques qui par ailleurs sont très intéressants parce que complexes. Merci. Et Alexandre, justement, alors sans refaire le parallèle avec Israël, mais on peut peut-être penser aussi que si je fais de la cyber en Israël, c'est parce que je suis dans un contexte de protéger mon pays. Mais est-ce qu'on peut, sans le décliner de la même façon en France, est-ce que c'est aussi un mouvement que vous percevez, que vous voyez ici ? Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Michel, parce que je pense qu'il a tout à fait raison. On a la chance, c'est une vraie opportunité, la cyber, aujourd'hui, dans le monde de l'informatique, dans le monde de la sécurité, parce qu'on sort de la cave. Enfin, franchement, par rapport aux autres, on a cette chance-là, c'est qu'on n'est pas à la cave, on monte de plus en plus dans les étages. Ça, c'est important. Et puis, c'est surtout de dire qu'aujourd'hui, l'outil, enfin, la machine, entre guillemets, l'intelligence artificielle, tout ça sont des mots féminins, mais toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont gérées par la machine elle-même. Et en fait, là où maintenant les gens interviennent, c'est plus dans l'aspect comportemental, c'est plus dans l'aspect analytique. Et là, on n'a pas forcément besoin de techniciens. On a besoin de gens qui sont des sociologues, qui sont des historiens, qui sont des... Enfin, moi, j'ai des analystes dans nos SOC chez nous à Tel Aviv comme ailleurs, ce sont des historiens, des gens qui ont fait histoire. Bon, voilà. Ils ont un schéma de pensée complètement différent. Donc, voilà, ça c'était mon commentaire par rapport à ce qu'a dit Michel, à renforcer son message. Maintenant, pour revenir à la question... alors on sera jamais, et je l'espère, comme c'est le cas en Israël, qui est un pays qui se sent menacé en permanence. Donc on a cette chance-là en France de pas l'être, tant mieux, même si l'actualité fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a l'actualité, malheureusement, enfin le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ça nous aide. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a ne serait-ce que 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est plus une honte d'avoir été attaqué. Ça arrive à tout le monde. Et donc les gens déjà communiquent beaucoup plus par rapport à ça. Donc je dirais oui, et la conséquence, c'est qu'on le voit bien, hein, c'est que le marché dans lequel on évolue est très porteur. On recherche des gens, on recherche plein de personnes. Donc moi je dirais que c'est plus l'actualité et le fait qu'aujourd'hui on a un peu moins honte quand on est attaqué. C'est pas grave, ça arrive. Et on soigne et puis on essaye de plus reproduire la même erreur, quoi. Donc, oui, je voulais ajouter, on fait tous de la cybersécurité, mais on fait aussi tous du business. Et je crois qu'il est essentiel aussi de faire venir des gens qui ont fait un parcours d'école de commerce. C'est très important aussi dans nos entreprises, pour structurer le marché et puis pour faire du business. D'autant plus que dans le monde dans lequel on vit, et vous l'avez bien dit, il est en changement et on change de paradigme. Aujourd'hui, les diplômes, finalement, dans quelques années, les compétences qu'on acquiert dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs ou ailleurs, dans 3, 5 ans, 7 ans, elles seront obsolètes. Ce sur quoi il faut capitaliser, finalement, ce ne sont pas les compétences qu'on apprend pendant ces 2, 3, 5 ans d'études, mais quelle personne on a en face de soi, quelle est sa capacité à s'adapter aux grands changements. Parce que les technologies, quand on reprend l'histoire, finalement, en France,
une année ou deux, il y avait la grande vague du flash, donc la nouvelle technologie, l'animation, la programmation. Donc on s'est dit en France, alors formons 800 000 ingénieurs sur la technologie flash, c'est une technologie d'avenir. Manque de chance, finalement, 3 ans plus tard, le flash disparaît. Et donc, on était en France avec près d'1 million d'ingénieurs capables de développer en flash, mais incapables de faire autre chose. Et donc, ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, l'école, ça nous apporte ce que ça nous apporte, la technicité, des connaissances, une ouverture. Et ce sur quoi il faut capitaliser, c'est la personne elle-même, finalement. Et moi, quand je passe des entretiens de recrutement, et ça va vous paraître peut-être bizarre, mais j'essaye de partager avec les personnes que je rencontre l'une des valeurs de notre équipe, qui est Excelsior. Excelsior, c'est la devise de l'armée romaine qui dit, finalement, on va s'améliorer de jour en jour et on va se perfectionner. D'abord, dans l'armée romaine, on apprend à faire la tortue, et ensuite on apprend à construire une petite cabane, puis une plus grande cabane, et ensuite un fort, et ensuite, etc., etc., etc. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut rentrer. Vous êtes historien aussi ? Pas encore. D'accord, merci. Alors, merci, on va s'arrêter là. Bon, j'aurai une toute petite question s'il n'y a pas de questions de la salle. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci beaucoup pour la qualité des interventions sur un sujet qui n'est pas simple. J'aurais une petite question. Cette chance, moi je suis entièrement d'accord qu'on a une énorme chance parce que le métier de la cyber se transforme. Cette chance, on a eu quand même avec le numérique les années 2000 où finalement on a eu besoin de main-d'œuvre. Et on a fait appel aux femmes, où on les recrutait. À l'époque, on regardait même pas, hein, on recrutait parce qu'on avait des projets informatiques et il fallait monter des équipes pour faire du développement. Est-ce que finalement, on ne montre pas un exemple vis-à-vis des filles qu'on bouge uniquement quand on a besoin de manœuvres? Donc les femmes, elles sont utilisées à ce moment-là par l'écosystème, et pas que les entreprises, hein, l'écosystème, l'État, les écoles. Finalement, on bouge au moment où on a besoin de main-d'œuvre. Est-ce que finalement, ce n'est pas un contre-message vis-à-vis de filles qui vont dire finalement, je veux rentrer parce qu'il y a un besoin, mais après, à un moment donné, je vais arriver à un plafond de verre et je ne vais pas évoluer comme je l'entends. Alors, est-ce qu'on... C'est pas une espèce de... les femmes, peut-être, sans dire faire valoir, mais voilà, on les recrute un peu dans l'urgence parce qu'à un moment donné, il y a vraiment des gros besoins. Qui est-ce qui veut... si je peux répondre, enfin en tout cas essayer de tenter de répondre. Je pense que entre 2000 et 2020, il y a 20 ans, il y a un gap générationnel phénoménal. Les enfants qui avaient 6 ans pour être prêts à sortir en 2000, enfin moi je suis des années 70, donc l'informatique, je suis tombé après dedans, quoi. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, en 2020, les filles comme les garçons, moi je vois, j'ai des petits, l'informatique c'est naturel pour eux. C'était pas le cas en 2000, et donc effectivement en 2000 le réflexe a été de dire on va aller prendre de la main-d'œuvre qui est disponible, donc peut-être plus de femmes parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Donc je pense que ça, de ce fait-là, ça a un petit peu changé, et en tout cas c'est mon point de vue. Si je peux me permettre, si on essaye de prendre un peu de hauteur, tout à l'heure on avait une question sur pourquoi est-ce qu'en Asie, eh bien il y a plus de femmes dans la sécurité. Pourquoi est-ce qu'en Asie, il y a plus de femmes avec des profils techniques et pourquoi on en a moins en France? Votre question, si je la comprends bien, c'est finalement, on essaye de prendre cette opportunité de demander aux femmes de venir travailler pour nous ou dans la cyber de manière opportuniste. Moi, je dirais que de mon point de vue, finalement, c'est au système éducatif de s'adapter à la vie dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on vit une vie technologique, on vit une vie cyber, etc. Et si on voit en Asie des personnes qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus dans la techno, dans la cyber, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question du système éducatif. Est-ce qu'il répond aux besoins actuels de notre société? En Asie, personnellement, j'ai passé 2 ans à Hong Kong dans le cadre d'un échange avec Deloitte et je faisais les allers-retours avec la Chine. Et on voit que leur système éducatif, il est beaucoup plus récent que le nôtre. Donc nous, on a un legacy qu'on doit gérer. Mais le fait qu'il soit beaucoup plus récent, il fait qu'il, selon moi, il forme
des personnes, ils donnent des impulsions à des personnes qui vont dans le sens des besoins finalement de la société et surtout des changements de la société. Et je pense que leur système, il est plus adapté à leurs besoins et aux besoins de notre société. Et je pense qu'au contraire, on ne va pas profiter des personnes ou des femmes qui sont disponibles pour les ramener vers la cybersécurité, mais c'est que notre système éducatif aurait dû le faire il y a 30 ans, s'adapter aux besoins de notre nouvelle société, finalement. Et je pense que c'est un manque aujourd'hui. Et si je peux compléter aussi, je pense que chez nous, du coup, on recrute sur pas mal de métiers, pas que la cybersécurité. Et ces enjeux de mixité, de diversité, on les a sur toutes nos practices. Et c'est aussi une demande en fait, de nos salariés et des jeunes générations. Dans le conseil, on recrute beaucoup de jeunes diplômés. La moyenne d'âge, c'est en dessous de 30 ans. Et ce programme Consulting for Good, c'était en fait une demande de nos salariés. On a même un salarié qui nous a dit, bon, bah, moi, je vous quitte, j'adore SIA, j'adore mon travail. Mais en fait, là, je veux plus travailler pour une entreprise qui gagne de l'argent. Donc bon, là, on avait un peu moins de... on savait pas trop quoi répondre. Mais voilà. Mais donc, du coup, tout ce programme de diversité, inclusion, etc., c'est pas... nous, c'est pas forcément uniquement dans des optiques de recrutement. C'est aussi pour l'épanouissement de nos salariés parce qu'ils veulent que leur travail ait du sens. Merci. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Oui, Laura Pétavin. Donc, j'interviens en tant qu'avant-vente chez Proofpoint, mais aussi là, je voulais m'exprimer par rapport à la remarque, puisque je suis présidente des alumni de Télécom Paris, sur l'interpellation que vous faites sur le monde éducatif en général, hein, pas que les écoles d'ingénieurs, ça part même avant. Je pense qu'on aurait intérêt, vous êtes là représentant dans tous les grands postes de la cybersécurité, de s'interroger nous-mêmes dans le métier cyber, si on n'a pas aussi failli. Et si le fait justement de faire venir les femmes, ça ne va pas apporter, on parle de changement, pour faire changer un peu ces grands rôles modèles qui sont attachés au métier et qui rebutent les femmes. Moi, si vous voulez, mon point de vue sur les rôles modèles qui sont forts, qui imprègnent le cerveau des gens, c'est dans la cyber, c'est dans tout ce qui est cyberdéfense, cyberattaque, c'est le rôle l'image du soldat. Et l'image du soldat, c'est quand même associé aux garçons. Et d'un autre côté, c'est ce qu'on veut souvent pas voir parce que c'est très technique. C'est l'équivalent dans le domaine qu'on peut trouver dans d'autres domaines comme le bâtiment. Excusez-moi de vous dire, c'est le plombier. Ce sont des gens qui sont très bien payés, qui touchent l'eau. C'est sale, j'aime pas trop voir. C'est un peu l'attitude qu'on a quand on a sur le métier cyber, qui est celui qui va aller regarder dans le code, qui va s'occuper des choses très techniques. Et ça, ces deux rôles modèles, ça enferme en fait les hommes d'ailleurs, qui sont majoritairement dans ce métier, dans une caricature de ce qu'ils sont, alors qu'ils pourraient aimer faire autre chose. Donc voilà, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait apporter. Moi, je fais souvent le parallèle, et on le vit actuellement beaucoup, sur un autre domaine qui touche la médecine, les médecins, qui sont des hommes et des femmes. Il n'y a pas tant cette différence qu'on a dans notre métier. On touche des choses qui sont aussi compliquées. Hein. On touche le corps humain, le sang, on ouvre le corps. Il y en a qui ont peur du sang. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui s'impliquent. On fait pas mal de choses, nous, en tant qu'alumni, pour soutenir des jeunes à partir de 4e, 3e, pour essayer de les pousser dans les métiers techniques et numériques, grâce à des associations qui s'appellent l'Institut Télémac, article 1, je ne sais pas si vous connaissez. Et moi, et nous sommes tous avec une personne, une jeune, des quartiers un peu défavorisés autour de Paris, pour les sensibiliser, pour les accompagner. Moi, je suis une jeune fille qui est de Gennevilliers et qui veut être médecin. Parce qu'elle, la médecine, ça lui parle. Et je vais la suivre. Et j'aurais aimé effectivement avoir quelqu'un qui était plutôt bonne en maths et qui voulait peut-être s'investir sur le numérique. Bon, elle veut faire médecine, je la suivrai pour ça. Mais vous voyez, elle a quelque chose qui parle aux jeunes. Il y a aussi maintenant l'écologie qui leur parle. Et je pense qu'on aura intérêt, nous, dans le métier cyber, à apporter quelque chose qui est de cette même nature, qui parle aux jeunes et surtout aux filles, aux jeunes filles, pour qu'elles s'imaginent faire un métier qui a du sens et de la valeur pour elles. Merci. Alors, je crois que Delphine, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est aussi sur l'image de la cyber. Vous avez fait un gros travail pour transformer l'image que véhiculait votre entreprise autour de la cyber et rendre un petit peu les codes. Ça passe aussi bien par les codes couleurs que je vous laisse répondre. Oui, tout à fait. Après, c'est comme on l'a vu, hein, c'est un phénomène qui touche l'ensemble du secteur. Votre point me fait penser au fait qu'on a tous aussi une responsabilité presque individuelle dans
nos cercles familiaux, amicaux, on a des enfants, des neveux, des enfants d'amis qui nous demandent des conseils et chacun à notre niveau, on peut aussi parler de la cyber, des opportunités qu'il y a. On sait que les jeunes se tournent vers leurs parents, vers les amis de leurs parents, vers leur famille pour avoir des conseils sur l'orientation. Et voilà, comme monsieur, j'ai aussi 2 filles et je leur parle de ce que je fais et je serais ravie qu'elles puissent se tourner vers les métiers d'avenir que sont la cyber et plus généralement l'IT, les métiers du numérique et que ce soit pour rejoindre une entreprise, pour créer une entreprise. Voilà, c'est aussi, ça passe aussi par ça. Et c'est vrai aujourd'hui que les jeunes générations, je pense, recherchent beaucoup plus qu'avant le fait de rejoindre des entreprises qui ont des valeurs, y compris celles de mixité, qui puissent s'épanouir dans leur travail. Et ça passe par des entreprises qui sont beaucoup plus mixtes et ouvertes que par le passé. Merci. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on, dès le début des entretiens, on a dit il faut changer de l'image de la cybersécurité auprès des jeunes et il faut intervenir le plus tôt possible. Quand on parlait à des enfants, moi aussi j'ai des enfants, les garçons, ils veulent être pompiers et les filles, sages-femmes ou infirmières. Parce que pour eux, c'est concret, c'est utile à la société. Jamais, en ce moment, on a été plus utile à la société. Avant, on n'était que des geeks qui protégeaient les intérêts du CAC 40 pour pas que les entreprises se fassent piquer leurs brevets, etc., etc. Maintenant, quand on voit que la cybersécurité, elle touche tout le monde, même le grand public, etc., etc., on peut justement expliquer que notre métier, il est utile. Et d'ailleurs, les termes que j'ai employés tout à l'heure, c'était plus médecin légiste, etc., que soldat qui fait de la cyberdéfense. Et d'ailleurs, dans toutes les présentations de cybersécurité aujourd'hui, on ne voit plus, comme il y a 4-5 ans, des soldats sur des claviers. Et nos clients, ils veulent plus entendre ce message anxiogène. Quand on va pour leur expliquer toutes les menaces qui vont leur tomber dessus, la nouvelle façon d'attaquer, ils disent on sait tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Voilà. Donc on doit donner un message positif de la cybersécurité. On doit donner un message en disant bah, c'est comme l'automobile. Maintenant, quand on choisit une voiture, les critères de sécurité du véhicule sont pris en compte par l'acheteur. Bah, peut-être qu'on pourrait arriver à un fait où à 2 solutions identiques, celle qui est mieux sécurisée, elle sera choisie par le grand public, etc., etc. Donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble à changer cette image. Voilà, c'est hyper important. Je crois que des réunions comme celle d'aujourd'hui aident aussi beaucoup à faire avancer et les idées et le débat. Est-ce qu'il y a une autre question? En termes de best practice, je crois qu'il faut parler d'incentives financières. Je crois que chez Orange Cyberdéfense, le recrutement se fait beaucoup dans notre secteur par cooptation, parce que la confiance est importante. Et Nicolas Arpagian, dans un webinaire auquel j'ai assisté, a indiqué que vous aviez une politique d'incentive, à savoir si c'est une femme qui est recrutée, la prime, entre guillemets, enfin je ne sais plus exactement. Je pense que c'est une initiative assez intéressante et que vous devez obtenir des résultats très concrets. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la prime de cooptation, quand on coopte et qu'on fait rentrer une femme, chez nous, la prime est doublée. Et on a pour aussi, on n'est pas à 2% nous, de turnover, on est plutôt dans 8 ou 9%, ce qui est en dessous du marché, mais on a besoin de turnover, parce que sinon, effectivement, dans nos métiers, c'est un peu compliqué. Et on a aussi une NAO dédiée pour le personnel féminin qui est doublée, c'est-à-dire que dans un grand groupe, vous imaginez bien que les augmentations, etc., tout ça, c'est très régulé, et on a réussi à ce que dans le groupe Orange, pour les femmes, ce soit doublé. Voilà. Donc ce sont des initiatives comme celle-là qui nous permettent de pouvoir les attirer, et puis aussi de faire à ce qu'on puisse leur donner aussi une portée managériale, c'est important aussi, et d'avoir un plan de carrière qui soit spécifique un peu pour eux, donc avec des entretiens qui sont un peu personnalisés. Ouais. Bah merci. Merci à tous les intervenants. C'était très très intéressant. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner vos places. Et donc, je vais appeler Mélanie et Yves, qui sont nos Madame et Monsieur Loyal. Merci beaucoup Florence et merci aux différents intervenants qui donc ont pris la parole sur ce sujet de la mixité. C'est évidemment encourageant de voir tout ce qui est mis en place en faveur de cette mixité, de voir la prise de conscience qui s'opère. Il y a également un point, mais là je dirais que c'est peut-être un point plus personnel que j'ajouterais et qui fait écho, je vois que Madame la députée Christine Aignan est là et je sais que c'est un message qu'elle porte, c'est aussi oser.
C'est-à-dire que beaucoup de choses commencent à être faites et sont mises en place pour les femmes, mais je crois que, et c'est ce que disait Delphine de chez Walix, il y a effectivement aujourd'hui, on dit, voilà, la cyber est l'affaire de tous. Je crois que intégrer la mixité, c'est aussi l'affaire de tous. On est parents, on est frères, sœurs, cousins, etc., oncles ou tantes, et je crois que ces enjeux de mixité, il faut aussi les porter chacun dans notre écosystème et au cœur de l'éducation, pas de l'éducation nationale, mais de l'éducation tout court que nous portons dans nos différents cercles familiaux. Et ça, je crois que c'est aussi un cadeau que l'on doit faire aux plus jeunes pour leur avenir qu'ils vont porter, puisque ce sont les adultes de demain. Je pense que c'est un point clé. Et tout simplement expliquer aux petites filles qu'elles peuvent oser, qu'elles peuvent prendre des décisions, qu'elles ont des choix et qu'elles peuvent choisir des voies qui ne sont pas forcément celles que l'on peut voir comme étant traditionnelles. Et je crois que ce sont des messages que l'on peut porter à tous les niveaux de la société, chacun simplement, non pas en tant que professionnel, mais en tant que citoyen et que citoyenne. Et je crois que ça, c'est aussi un élément important qui permettront de valoriser, de saisir toutes ces opportunités qui sont mises en place, les mettre en valeur et les décupler dans les différentes structures, entreprises, institutions, quelles qu'elles soient. Je pense que ça, c'était un point important. En gros, saisissons notre destin et choisissons les voies que nous voulons suivre. Je crois que c'est ça aussi qui est important à retenir. Yves, il y a aussi un point, et c'est la suite de cette soirée. Alors, c'est évidemment l'un des grands points attendus de cet après-midi. Si tu me permets, juste une petite réflexion entre nous. Bon, je vais en faire deux. D'abord, si vous avez un diplôme Sciences Po et que vous avez posé votre candidature à Deloitte, ça se présente bien. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Non, j'ai été très rassuré aussi que un certain nombre de nos intervenants aient rappelé que les hommes ont encore leur place à vos côtés. Merci. Donc effectivement, Yves, et d'ailleurs c'est pour ça que tu es avec nous et que tu es un fidèle du CEF6. Cela va sans dire, mais ça va effectivement mieux en le disant. Tu as raison, Yves.